On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de la série d'entretiens Polar et Histoire. On a le grand plaisir d'accueillir une autrice, que l'on remercie chaleureusement d'avoir accepté notre invitation, et je vais lui demander maintenant de se présenter. Bonjour, merci de m'avoir invitée. Je m'appelle Audrey Brière, j'ai 37 ans et je suis l'autrice du roman Les Malvenus. Alors Les Malvenus, c'est quoi ? C'est une histoire qui se passe en 1917 dans un petit village en Bourgogne. Et un matin, un homme est retrouvé assassiné dans une cave. L'inspecteur de police qui est dans ce village, Mathias Lavaux, va donc se saisir de l'enquête pour élucider l'histoire. Et la particularité, c'est qu'il a beaucoup de suspects sur sa liste, puisque tout le monde dans le village est relativement heureux que la victime soit morte. Alors peux-tu nous dire, Audrey, le lien qui existe entre les Malvenus et l'endroit particulier dans lequel on te filme aujourd'hui? Et est-ce qu'il y a des objets aussi dans cet endroit qui renvoient justement au contenu de ton ouvrage? Alors nous sommes au musée de la préfecture de police dans le 5e arrondissement de Paris et plus précisément dans la galerie Bertillon devant l'atelier. L'atelier qui était donc l'endroit où on fichait les individus, où on prenait leurs photos, où on prenait leurs mesures pour le système de fichage inventé par Bertillon qui permettait de lutter contre la récidive. Les objets que j'ai retenus, il y en a deux. Il y a l'armoire de classification qui a été inventée par Bertillon en fait pour expliquer son système de fichage, son système de classement, une armoire qu'il emmenait dans des présentations, dans des expositions pour vraiment diffuser en fait ses méthodes, ses inventions autour de la police scientifique. Et donc cette armoire contenait toutes les fiches des individus. Et le deuxième objet que j'ai retenu, c'est le tabouret, puisque c'est une illustration en fait de comment les mesures étaient prises sur tous ces gens qui étaient donc arrêtés par la police. Quel est le lien entre ces objets et ton personnage principal, l'inspecteur Mathias Lavaux? Mathias Lavaux, c'est donc le policier qui est chargé de l'enquête à Haute-Cœur dans ce petit village. Et il se trouve qu'il a fait ses armes en tant que policier auprès d'Alphonse Bertillon d'abord et ensuite auprès du professeur Locard par la suite. Donc deux figures majeures des méthodes de police scientifique du début du XXe siècle. Et la particularité de Mathias, c'est qu'il a une mémoire absolument extraordinaire et qu'il se souvient de tout le temps. Donc quand il arrive chez Bertillon, il est encore adolescent, il est encore assez jeune, la première mission qui lui est confiée, c'est de lire les fiches et de s'en souvenir. Puisqu'après, Bertillon se servait de lui pour aller dans les commissariats parisiens et identifier les prévenus qui étaient arrêtés par la police pour identifier les récidivistes. Donc voilà, Mathias se souvient de tout le temps et il a donc une connaissance extraordinaire du contenu de ces fiches anthropométriques. Est-ce qu'il a aussi, il me semble bien qu'il a le souci de l'exploitation des indices, des détails infinitésimaux, et est-ce que ça a un rôle important dans ton roman, dans ton polar? Alors oui, Mathias, il fait très attention à tous les indices évidemment qui se présentent sur son chemin. Par exemple, à un moment donné dans l'histoire, il pratique une autopsie clandestine avec son assistante Esther, qui est une jeune femme assez mystérieuse, on ne sait pas trop pourquoi elle est là, ni d'où elle vient, mais en tout cas c'est elle qui pratique l'autopsie, puisque Mathias a peur du sang, et elle découvre en fait sur le bras de la victime une ancienne fracture. Ça a son importance dans l'histoire. Il y a aussi une grande importance qui est donnée aux archives, aux anciens documents, aux anciens témoignages, et qui vont vraiment être une part importante pour résoudre cette enquête. Alors, ton roman se déroule en 1917, mais il y a un va-et-vient entre 1917 et le dernier tiers du 19e siècle, parce que notamment Mathias Lavaux, en effet, passe par Bertillon et Locard. Qu'est-ce qui a motivé le choix de cette période historique particulière, de ces périodes, on pourrait dire? Moi, j'avais envie de raconter une histoire policière dans laquelle j'avais pas recours à l'ADN ou aux fichiers centralisés ou en fait aux méthodes de police actuelles. Il y a plein de romans qui existent déjà qui sont super qui sont contemporains. Moi, j'avais vraiment envie de me plonger dans cette histoire des débuts de la police scientifique. C'est des choses que j'ai vues à l'université il y a un moment et qui m'avaient beaucoup plu. Et ce que j'aime aussi dans ce genre
révolution, hein, d'événements qui ont un impact sur le cours de l'histoire, c'est leur côté double. Il y a vraiment le côté obscur de la force, puisque c'est des méthodes sur lesquelles on s'appuie encore aujourd'hui. Le fichage, ça existe toujours. Par contre, il y a vraiment un côté obscur. Le fichage, ça peut avoir une dimension, des contraintes éthiques importantes. Et puis, c'est aussi des méthodes qui ont eu leur lot d'erreurs, hein, puisqu'on sait que Bertillon, il s'est fourvoyé dans l'affaire Dreyfus et qu'il a conduit à sa condamnation, par exemple. Donc cette dualité m'intéressait beaucoup aussi. Est-ce que tu as eu des problèmes d'accès aux sources ? Comment est-ce que tu t'es documenté sur ces périodes historiques ? Quelles sources tu as mobilisées ? J'ai utilisé plusieurs types de sources. J'ai beaucoup lu des livres papier. Bien sûr, j'avais eu des cours à la fac sur le sujet, j'avais quelques références qui me restaient. J'ai trouvé d'autres références un petit peu plus actuelles. Et puis j'ai beaucoup de ressources en ligne aussi maintenant, hein. On confronte vraiment le papier et le dématérialisé. Moi, je suis une grosse consommatrice de fiction aussi, donc j'aime bien apprendre l'histoire par les histoires, par la fiction. Donc en regardant, en lisant des choses, après quand je repérais un élément que j'avais envie de réexploiter, je le confrontais aux sources non fictives pour en mesurer la crédibilité. Et après, j'ai eu aussi accès à des archives, des sources de première main, si j'ose dire, des lettres, des photos qui m'ont été en fait transmises par la famille et qui m'ont servi aussi de support. Est-ce que ces recherches historiques ont influencé la façon dont tu as pu écrire, la façon dont tu as pu construire ton histoire, ton intrigue, la façon dont tu as finalement aussi construit les personnages, la façon dont tu as décrit la réalité d'une époque? Alors oui et non, parce que moi je suis une adepte de la licence artistique, comme on dit. Je tenais à recontextualiser vraiment l'époque par rapport à la guerre et par rapport forcément à mon sujet de la police scientifique. C'est-à-dire que je me dis, je vais écrire un roman qui parle de la police scientifique, je vais pas inventer. Il y a des choses qui existent et c'est de ça que je vais parler. La guerre, c'est pareil, tout le passage dans les tranchées, j'ai rien inventé non plus. C'est une vraie bataille, un vrai endroit avec une vraie armée. Et les choses se sont déroulées comme je le raconte. Après, il y a beaucoup d'éléments, notamment tout ce qui touche en fait aux personnages que j'ai inventés, qui sont effectivement, qui n'ont aucune assise historique. Les vêtements, par exemple, le climat, puisque Les Malvenus se déroulent en plein hiver et dans un hiver un petit peu onirique. Hein. Il fait jamais tout à fait jour, jamais tout à fait nuit. Il fait un froid qui est quand même pour le lieu anormal. Ça n'a pas d'assise historique, non. D'accord. Donc comment est-ce que tu articules finalement la vérité historique et la fiction ? Tu t'autorises à aller jusqu'où dans la fiction ? Et comment est-ce que tu peux travestir la réalité historique ? Où est-ce que tu mets les frontières en la matière ? La frontière, c'est vraiment le caractère fictif ou pas du personnage. Pour Mathias, pour Esther, ça me posait aucun problème qu'on torde un petit peu gentiment la réalité. Pour Bertillon ou Locard, je n'aurais pas vu l'intérêt dans cette histoire-là, puisque le sujet, c'est de parler des méthodes de police scientifique. Donc à partir de là, si je veux inventer autre chose, je ne parle pas de Locard ou de Bertillon, quoi. J'invente autre chose. Donc c'est vraiment une articulation qui est assez délicate entre la petite et la grande histoire. Bon, après, je dirais que moi je travaille vraiment plus au feeling, hein, si je peux dire ça comme ça. Quand on change la réalité historique, il faut qu'il y ait une vraie raison. Ça, c'est important. Mon personnage, Mathias Lavaux, il est inspecteur de police et il travaille tout seul dans une bourgade paumée en France, assisté par une femme qui n'est pas policière elle-même. Ça se passait certainement pas comme ça, mais c'est pas grave. Dans l'ouvrage, il y a cette tension entre deux logiques, la logique de l'instinct, du flair policier, et puis une autre logique que tu décris bien dans l'ouvrage, qui est le développement de la logique indiciaire,
la police qui va se développer, essayer d'être plus efficace à travers l'interprétation, la collecte, l'interprétation et l'analyse d'indices infinitésimaux. Est-ce que c'est important, ça, dans le roman? Est-ce que tu as pensé cette question? Ce qui était important, c'était de montrer la différence de logique entre Mathias et Esther. Ils sont deux, il faut qu'ils se complètent. Ils ne peuvent pas être la copie l'un de l'autre. Et une autre des particularités de Mathias, c'est qu'il est très subjectif. Il a tendance à tirer des conclusions à l'emporte-pièce sur les uns et les autres. Il a tendance à projeter son mépris ou son mécontentement sur les autres et à tirer les conclusions qui l'arrangent. Même si son devoir le ramène toujours à la raison. Le rôle d'Esther, il était vraiment de le faire redescendre et de lui faire prendre conscience de ses conclusions trop hâtives, de sa subjectivité. Et quand il s'emporte, quand il se dit « mais oui, forcément, c'est lui parce que pour telle et telle raison », son rôle à elle, c'était de dire « non, ça c'est... arrêtons le délire, en langage d'aujourd'hui ça donne ça, arrêtons de délirer et puis remettons les choses dans le bon ordre pour faire un vrai travail de policier en fait ». Est-ce que tu peux nous parler de la façon dont tu articules les phases d'écriture et les phases de recherche à caractère historique, bien sûr, pour te documenter sur la période sur laquelle tu vas écrire? Est-ce que tu recherches ou écris en même temps, ou est-ce que ce sont des phases différentes? Les deux. Moi, je travaille beaucoup en amont de l'écriture. À partir du moment où j'ai la première idée, je travaille un plan. Donc je fais vraiment un plan très très détaillé, chapitre par chapitre. En général, je commence par la fin pour être sûre de savoir où je vais. Donc quand je vais attaquer l'écriture, je sais exactement quoi écrire à quel moment. Avant d'attaquer cette phase d'écriture, je fais beaucoup de recherches pour avoir davantage de matière pour commencer. Donc je lis beaucoup, je prends beaucoup de notes pour alimenter mon plan avant de commencer à écrire. Maintenant, ça n'annule pas les recherches qui sont nécessaires au fur et à mesure de l'écriture, puisque même quand vous faites un plan très détaillé, la nature organique en fait d'un récit se manifeste toujours. Il y a des choses qui naissent au fur et à mesure, auxquelles on n'a pas pensé, qui s'articulent finalement mieux que ce qu'on avait prévu et qui vont nécessiter d'aller rechercher certains éléments de façon ponctuelle. Est-ce que dans la recherche des éléments historiques, tu as été parfois confronté à des obstacles, des choses que tu ne trouvais pas, ou des choses sur lesquelles tu pouvais douter finalement de la façon dont les faits s'étaient déroulés? Ou est-ce que tu as rencontré des problèmes, disons, de véracité de source quant à la réalité historique des faits ou des événements? Non, j'ai pas rencontré trop de difficultés. Moi, j'ai tendance à recouper pas mal les éléments. Ça, c'est un résidu de mes études. Donc, quand j'ai un doute, je vérifie. Et aujourd'hui, entre la richesse des fonds, des bibliothèques, des librairies et tout ce qui existe sur Internet, bon, on arrive quand même à trouver notre bonheur. Est-ce que tu peux nous préciser tes futurs projets d'écriture? Est-ce qu'il y aura une suite au Malvenu, par exemple? Il y aura une suite au Malvenu, oui, qui se passe quelques années après dans un autre endroit en France, avec Mathias et Esther. D'accord. Est-ce que tu connais Criminocorpus? Est-ce que tu peux nous en toucher deux mots? Est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que tu as pu y trouver des sources intéressantes dans le musée? Est-ce que tu regardes un peu la chaîne YouTube Criminocorpus? Alors oui, moi j'utilise Criminocorpus dans mes recherches actuelles pour le roman que je suis en train d'écrire. Notamment, bon c'est pas un gros spoil, mais j'ai trouvé pas mal de photographies d'époque sur certaines prisons que j'utilise avec plaisir. Merci beaucoup Audrey. Merci à toi.